Eh bien, c'est grandautomobile.fr avec Maxime Martinique, figurez-vous, qui vous propose ce soir encore la bande AJM et ses experts, figurez-vous, et ses experts automoto de Martinique. On peut s'applaudir bien fort. Une semaine encore avec vous. Quel plaisir. Alors, merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour cette émission chaque semaine les vendredis à 18h. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane qui est expert en crédit automoto, on le sait maintenant. Et merci surtout et également à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie, à l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles et en Guyane. Un beau magazine qui sort 2 fois par an. Hein. C'est un semestriel, donc nous étions déjà dedans avec un article sur des essais. Et puis, Éléonore fera au mois de novembre aussi des articles dans ce magazine, donc c'est très intéressant. C'est sur quel sujet tu peux nous le dire déjà ou pas? Allez, c'est pas encore. C'est un scoop. Allez, un scoop. Non, je peux en donner 2 sur 3. Ouais, il y en a un qui concerne les femmes et le développement durable, les initiatives faites aux Antilles. Excellent. Et le deuxième, ce sont les métiers occupés par les femmes dans l'industrie du rhum. D'accord. Eh ben, on peut. Très engagé, très c'est féministe. super. C'est exactement, ça correspond parfaitement à Éléonore. Hein. Tout à fait. Voilà. Et ben, c'est pour ça que tu as été engagée. C'est ce qui est génial. Alors. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Hein. Non, mais les gens, tu sais, dans cette émission, on se rencontre. C'est vrai, hein, on se rencontre et finalement, on trouve qu'on a des intérêts à bosser ensemble. C'est intéressant. Alors, nous retrouvons pour driver cette émission 100% rechargée, bien sûr, Éléonore Théodos, pardon, qu'on peut applaudir. On vient d'en parler. C'est comme toi la semaine dernière, je me trompe de nom. Éléonore Deneuve. Mélodie Mussig, on peut applaudir bien fort. Jimmy Tomer. Bonsoir à tous. Et enfin, JM de la bande à JM. Évidemment. Bien sûr. Alors, nous parlerons dans un instant de caniste avec Mélodie Mussig et ses 2 invités, Elisabeth Adélaïde, qui est guadeloupéenne, et Andy Mars, martiniquais, tous 2 canistes. Alors, savez-vous ce que c'est une ou un caniste? Eh bien, absolument pas. Je ne savais pas jusqu'à... Génial. Moi, 2 secondes que tu tapes dans Google. Ma mère m'a dit c'est ceux qui ramassent la canne. Je dis non. C'est pas des canistes, non. Caniste. Alors vous voyez pas ce que c'est caniste. Alors vous savez quoi, on va en reparler dans un petit moment. Alors nous parlerons d'un sujet très très sérieux en Martinique, la moto. Et le nombre de morts insupportables avec les 2 roues sur notre île, après bien sûr avoir parlé des canistes. Et nous poserons la question franche et sincère à Éric Rouget, ancien gendarme motorisé, et à Daniel Montpelat, référent sécurité routière moto en Martinique. Nous poserons donc cette question: faut-il limiter à 125 cm3 les motos de Martinique ou imposer un limitateur de vitesse à 90 km/h pour tous les engins motorisés de 2, 3 ou 4 roues, comme le quad par exemple? Tu vas avoir des problèmes, toi. Ouais, c'est clair. Vraiment, tu vas te faire des ennemis. Toi, tu cherches des problèmes. Non, la question est ouverte, il n'a pas donné de solution. Alors, cherche des problèmes quand même. je termine quand même. Faut-il poser la question de cette façon et de façon aussi radicale? Voilà, donc là c'est très journalistique. Donc on verra ça tout à l'heure avec nos 2 spécialistes de la moto, on peut le dire. Un ancien gendarme référent, toujours réserviste d'ailleurs, et un référent réel en sécurité routière qui en plus est à la tête d'un club de moto. Et puis ils ont tous les 2 été déjà dans l'émission. Et tous les 2 déjà dans l'émission. Bientôt ils vont bientôt avoir leur fauteuil. Alors, je me tourne vers notre maîtresse. Oui. Oui. Elle est devenue maîtresse. Non, mais il dit ça en me regardant. Alors j'étais bon. Éléonore. Mélodie Mussig. Maîtresse d'école, Maîtresse d'école. Non, il y a des esprits un peu mal tournés. Donc, maîtresse d'école parce que maîtresse, on voudrait savoir ce que sont les canistes. Enfin. Donc on va ouvrir le dictionnaire à la lettre C. Et on va retrouver caniste, effectivement. Donc les canistes, ce sont des pratiquants de la canne de combat. Et alors c'est plus qu'un sport, la canne de combat, c'est un art martial. Et avec moi j'ai 2 invités qui ont ceci en commun finalement, la canne de combat. Andy Mars, bonsoir. Bonsoir. Et donc tu es artiste graphiste et nous avons Elisabeth Adélaïde, bonsoir. Bonsoir. Et tu es directrice adjointe d'une agence de voyage, finalement 2 professions qui n'ont rien à voir et pourtant vous vous retrouvez, j'ai envie de dire sur le ring, mais on verra plus ou moins, à la plage également, finalement munis de votre arme de combat, la canne de combat, et vous vous retrouvez là pour vous affronter
Est-ce que vous pourriez un peu, s'il vous plaît, nous décrire un peu ce que c'est que la canne de combat? Parce que j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui là sont un peu perdus à se dire de quoi elle parle. Qu'est-ce que c'est que la canne de combat? La canne de combat, c'est un sport de combat originaire de la France qui utilise principalement comme arme une canne. Donc évidemment, on va partir sur une canne de 95 cm pour entre 90 et 130 grammes. Alors, c'est la réglementation précise. C'est pas une canne de grand-mère. C'est quoi la canne exactement? Donc c'est un morceau. Pour ceux qui ont la télé, évidemment, on peut la voir, hein, parce qu'elle est sur la table. On peut la présenter même. Bois. Hein, ouais. Quel bois? Quel type de bois c'est? Du châtaignier. Voilà, une canne en bois de châtaignier. Donc spécifiquement du châtaignier, parce que c'est effectivement un bois qui va faire moins de décharge quand il va se casser. Donc pour la sécurité, c'est plus intéressant pour ne pas se blesser. Fais voir, je te l'emprunte un petit moment pour Magnifique. voir. Alors c'est intéressant que ce soit une maîtresse qui présente ça, parce que moi j'ai connu l'époque des maîtres en 1875. C'était à peu près. Le maître, il avait à peu près ça quand même. Montrer les lettres au tableau. Il tapait dessus avec les doigts, c'était compliqué. Non. Alors c'est effectivement un art martial qui naît donc au 19e siècle, c'est ça? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de la canne de combat? Alors, pour revenir sur l'histoire, donc les premiers traités qui parlent de la canne datent à peu près du 15e siècle. Donc 15e, 16e. Mais en fait, ça a été vraiment codifié en tant que sport de combat au début des années 1900 par Joseph Charlemont. Et justement, dès la suite de celui-là, on a utilisé justement la canne comme entraînement militaire. La plupart des canistes se sont retrouvés sur le front parce que ça faisait partie de l'entraînement à la baïonnette. Ce qui fait qu'une grosse partie des adhérents a disparu à la suite de la Première Guerre mondiale. Logique. Et par la suite, ça a été rethéorisé en tant que sport de combat vers les années 50, années 50-60, par Maurice Sarri, pardon. Ok. Et alors tout à l'heure je disais sur le ring, mais en fait c'est parce que je faisais référence au fait que ça fait partie, la canne de combat, de la fédération de la boxe française, c'est ça, et de la savate également. C'est ça. Donc ils sont regroupés ensemble sous cette bannière. Donc ce sont exactement des disciplines sœurs. C'est-à-dire qu'on considère par exemple qu'en canne de combat, un caniste désarmé est censé utiliser la boxe française à ce moment-là. Ok. Les deux disciplines sont vraiment liées finalement. Exactement. Et puis c'est un sport qui pratique l'assaut finalement, où on fait de l'assaut, comme ça. La boxe finalement. Alors c'est exactement le nom. Justement, les combats entre canistes vont porter le nom d'assaut. D'accord. Et on va appeler les combattants les tireurs. Alors, moi, franchement, j'ai découvert totalement ce sport que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai découvert grâce aux vidéos que Mélodie m'a envoyées. On vous voit donc sur la plage interagir, évidemment. En couple, oui, il faut être deux pour se battre. Voilà. Et donc, non, mais j'ai trouvé ça hyper artistique en fait au départ. En regardant, je me suis presque dit, ça sert à rien de toucher l'autre en fait, alors que c'est le but, sans se faire toucher. Voilà. Mais je me dis, c'est tellement joli à voir que finalement, ça pourrait être juste une danse, tu sais. Très esthétique. Très esthétique, voilà, c'est ça. Mais comment vous en êtes arrivé à faire ce sport? Juste pour compléter ce qu'Andy disait, c'est un sport aussi historique qui a été pratiqué par des gentlemen qui étaient désarmés en fait. Donc c'est vrai que tout ce côté artistique aussi, on repart, on voyage dans le temps. Et c'est vrai que ça, on l'a gardé, quoi. C'est vraiment, il y a cette identité. Effectivement. Ce qui est très intéressant avec la canne, c'est de constater que socialement, c'est une discipline qui a fortement de l'intérêt. Dans la mesure où, effectivement, tu faisais référence au fait que c'était utilisé à l'époque dans les duels de cours, par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de constater que les codes de la canne permettent comme tu disais, une interaction, permettent de créer un certain dialogue. Dans la mesure où, par exemple, on va pas se couper, on va pas parler en même temps. Va y avoir des règles par rapport à ça, comme la parade riposte, ou le fait qu'il y a une façon d'exécuter le coup et de toucher. Le respect aussi Voilà. Il y a d'ailleurs 6 attaques codifiées a priori, d'après ce que je lis. Franchement, je ne connaissais pas ce sport-là, mais j'ai vu qu'il y avait 6 attaques de combat, quoi. Il y a des coups latéraux, extérieurs, il y a des coups latéraux croisés qui peuvent porter sur 3 surfaces de frappe. Enfin, c'est très codifié finalement tout ça. Donc ça veut dire que c'est artistique par cette raison-là finalement, quelque part. Unique, c'est qu'il faut avoir une certaine aptitude avec des coups répertoriés et donc appris, et ça devient donc forcément systématique et ça devient... Par le jeu, ça devient artistique et c'est joli à voir vraiment. Et alors ici, donc, vous êtes dans le club, le KBCM. C'est ça. Voilà, à Fort-de-France.
qui réouvre là pour cette année scolaire. Donc, on vous invite à vous rapprocher du KBCM. On vous attend nombreux. Oui. Alors, Mélodie, je voudrais qu'on fasse un peu plus envie encore à nos auditeurs et nos auditrices, parce que bon, là, on parle un peu de généralité, mais comment ça se passe concrètement un combat? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment zéro. On se rend compte, on choisit son adversaire ou pas? Comment ça se passe? Alors, est-ce que les hommes et les femmes, par exemple, peuvent se battre ensemble? Bien sûr. Alors, voilà. C'est ouvert à tous les sexes, il n'y a pas d'âge, tout le monde peut participer. Et simplement, en fait, ça va vraiment dépendre. Donc, on va avoir deux types d'assauts. Les assauts de coopération, où effectivement l'optique, ça va être de faire un bel assaut, d'être propre et justement de coopérer, donc fonctionner ensemble. Et l'assaut d'opposition. Il va falloir marquer des points sans être touché par son adversaire. D'accord. Donc, par exemple, pour un assaut de coopération, on peut simplement se saluer, se mettre en position de combat. Et à partir de là, ça démarre. Généralement, on est sur une durée d'à peu près 2 minutes. D'accord. Donc, ça veut dire que ça peut être à la fois... il y a plusieurs pôles d'intérêt, finalement, centres d'intérêt. Ça peut être le combat tout seul, l'envie de combattre avec un bâton, une épée, enfin une pseudo-épée, mais ça peut être aussi côté justement artistique, c'est-à-dire vraiment faire du mouvement, je sais pas, se rapprocher de la nature. Juste, il y a des compétitions. Andy d'ailleurs est un compétiteur, mais pour répondre, enfin je vous ai coupé tout à l'heure, mais comment, par exemple, moi qui suis arrivée depuis 2 ans, c'est ma 3e saison. En fait, moi, ce qui m'a plu dans ce sport, c'est le côté, j'avais envie de faire un art martial. Et le côté artistique m'a beaucoup plu. L'entraînement aussi qui est fait est très complet. Donc, il y a du cardio, il y a vraiment du renforcement musculaire à chaque entraînement. Et puis, il y a aussi le côté ludique. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi. Donc, la première partie très sportive. Et puis après, l'entraînement. Donc, même Andy, qui a un niveau beaucoup plus élevé que moi, on arrive à faire des assauts. Et il y a un côté où on est aussi dans le combat. Donc, on arrive à s'exprimer tout en exprimant avec un côté artistique qui est très agréable, mais aussi on prend le temps de faire le geste et c'est vrai que les assauts sont tous différents, mais avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'envie et d'harmonie. Donc, on apprend de l'autre finalement. On apprend beaucoup de l'autre, du respect. Encore une fois, femmes, hommes peuvent, en tout cas à l'entraînement, s'entraîner et faire des assauts ensemble. Donc, c'est vrai que ça crée au sein du club une entente, une harmonie, une entraide, beaucoup de respect et c'est des valeurs qu'on a envie d'avoir au quotidien. Et ça me rappelle un petit peu la capoeira. Oui, c'est dans l'esprit. Oui, c'est un peu le même esprit. Et je voulais rebondir, Jean-Marc, donc tu disais l'épée, enfin, c'est une arme fédérale, il faut le préciser. Cette canne-là en bois est une arme fédérale. Et donc finalement, est-ce que, donc on parle effectivement de cette atmosphère d'art martial, de respect, mais on se sent fort, j'imagine, quand même, avec ce bâton quand même de presque 1 mètre, quoi. Enfin, moi personnellement, quand je le pratique, je me sens très forte. Oui, forcément, je me doute bien. Et puis, c'est vrai qu'avec les techniques, on a toujours l'impression de s'améliorer et on est de plus en plus à l'aise. Donc, est-ce qu'on pourrait se défendre, par exemple, on pourrait le faire? Oui. Alors, il y a tout un penchant justement de la canne de combat qui est dédié à ça, qui se nomme la canne défense. D'accord. Justement, où c'est l'utilisation du même outil, la canne, mais dans un but vraiment d'autodéfense. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a des coups spécifiques pour mettre à bas son adversaire potentiel, enfin son agresseur, on va dire. Exact. Donc c'est vraiment différent de la forme classique. Donc là, en fait, dans la forme classique, par rapport aux techniques codifiées, par exemple, il y a quelque chose qu'on va utiliser systématiquement, c'est l'armée. En gros, c'est un mouvement pour signifier qu'on va attaquer. Oui, d'accord. Par exemple, ça n'a aucun intérêt d'utiliser ça dans un but d'autodéfense. Bien sûr. Donc, ce sont justement des éléments qui vont disparaître. Exactement, tout à fait. Alors, une autre question que je vais vous poser maintenant, vous savez que vous êtes dans une émission automoto, on dirait pas. Oui, on dirait pas. Mais c'est bien parce que c'est ce qu'on veut. On veut parler de tout. Et puis c'est tellement original. Voilà, ça amène à tout. De faire découvrir. On voulait savoir un petit peu quel était votre rapport à la voiture. Alors j'ai compris que vous étiez guadeloupéenne, c'est ça? Oui. Alors vous êtes martiniquaise maintenant? Oui. Voilà. Depuis 3 ans et demi. Depuis 3 ans et demi, voilà. Oui, vous étiez donc originaire de Guadeloupe. Oui, je suis de la Guadeloupe. J'ai toute la famille en Guadeloupe. Bon. Je voulais savoir quel était votre rapport à tous les deux à la voiture déjà. Alors moi j'ai goûté, excusez-moi du terme, mais j'ai goûté à la voiture automatique depuis 6 ans et j'avoue que c'est difficile
après je ne pourrais de plus repartir sur du mécanique. À la manuelle. Ouais. Voilà. Et non, c'est moi j'ai mon permis. Vous pouvez nous dire ce que vous avez comme voiture, hein, c'est pas moi pas j'ai méchant. une Suzuki. Une Suzuki, d'accord. Ok, Voilà. c'est une bonne petite voiture, effectivement. Et voilà. Et puis j'ai mon permis depuis maintenant, une bonne 30aine d'années. D'accord. Et vous avez tous vos points? J'ai tous mes points. Ah, on peut l'applaudir bien fort. Je suis très fière. Attendez, on ne sait pas si elle a fait un stage pour les récupérer. Peut-être. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pas du tout. Alors, je suis une très bonne élève. J'en ai déjà perdu, mais je les ai retrouvés et je suis une très bonne élève. Voilà. Et très précautionneuse au volant et très soucieuse du respect de l'autre. D'autrui. Donc, c'est un petit peu l'objectif de la sécurité routière, c'est de partager l'espace routier. Finalement, peut-être quand on est caniste, quand on fait de la canne de combat, c'est un état d'esprit qui peut-être rejaillit dans d'autres domaines et finalement sur la route également, puisque vous apprenez le respect de l'autre, de l'adversaire et finalement... Exactement. Et le respect, il passe aussi par là, un sourire plutôt qu'un klaxon. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, et toi, Andy moi, concernant la voiture, par exemple, j'ai pas encore le permis. Ah, d'accord. C'est en cours, c'est l'objectif. D'accord. Mais je suis plus à l'aise, par exemple, avec les motos ou les autres sports motorisés comme le quad. D'accord. J'ai beaucoup pratiqué, notamment avec mes parents. Et donc voilà, c'est surtout ça l'expérience. Et du coup, est-ce que tu arrives à bien circuler en Martinique? Effectivement, on se dit souvent en étant jeune, il faut que je passe le permis, sinon j'arriverai pas à me déplacer. Il y a souvent des grèves. Enfin. Très honnêtement, c'est compliqué sans voiture. Je me rends compte de plus en plus avec le temps qui passe. Finalement, je veux pas dire ça trop fort à la radio parce que je vais devoir dire à mon père qu'il avait raison. J'aurais dû passer mon permis plus tôt. J'aurais clairement dû passer mon permis plus tôt parce que c'est vraiment compliqué de se déplacer avec les soucis de transport en commun qui sont pas forcément à l'heure ou ce genre de choses. Donc, je pense que quand on est jeune en Martinique, la voiture, c'est peut-être une nécessité à un certain moment. Ça l'est toujours, malheureusement. Finalement, on peut dire quand même malheureusement. Vous êtes combien alors à faire ce sport-là? Là, je reviens sur les Là, on est une bonne... Là, en ce moment, on tourne autour d'une dizaine d'adhérents. Donc, une dizaine d'adhérents actifs. À Fort-de-France. Il y a un peu plus. Et des fois, vous partez sur des spots en dehors de Fort-de-France? Alors, en Guadeloupe, moi, je me suis renseignée quand même. Il n'y a pas de caniste. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Mais il y a quand même la fédération, mais pas le sport en lui-même n'est pas pratiqué. C'est un art ancestral. Oui. Et régulièrement, on a des athlètes qui partent en compétition en métropole sur des compétitions internationales. Et qui est votre entraîneur? Donc c'est Olivier Jolet qui est pommeau blanc de Cannes, donc c'est le dernier grade. D'accord. Et je crois qu'il pratique depuis bientôt 15 ans. Qui est extraordinaire. C'est excellent, oui, c'est super, c'est un peu comme moi, ceinture noire en judo. Ça vous a permis de rencontrer des gens en plus d'autres univers professionnels et vous êtes unis par cette passion commune. Voilà, exactement. Et puis on vient d'horizons complètement différents. Et forcément. Ça lisse, on s'en fiche si la personne elle est chef d'entreprise, ouvrière. Exactement. On ne se pose pas la question parce qu'au final on est dans une aire de 9 mètres et on n'est pas là pour se poser la question, on est là pour interagir, pour créer des choses ensemble et au final ça fonctionne. Bon, et toi Andy, tu fais de la compète quand même alors du coup? Alors cette année je compte me lancer dans la compète. Ah, cette année. Ça veut dire que tu es arrivé à un stade, un niveau où tu peux commencer à te dire je vais me confronter. L'année dernière j'ai obtenu mon pommeau rouge. Donc c'est le 3e grade en canne de combat et c'est celui qui officiellement rend apte à la compétition. Il y a combien de grades? Il y en a 5 au total. Donc 3 grades de départ et 2 grades de maîtrise supérieure. Et qui vous le fait passer? C'est donc Olivier. Donc pour les premiers, c'est Olivier. Et à partir justement des autres grades, il faut une délégation. Oui, ce qui est normal. Pour la neutralité, pour éviter... Bien sûr. D'accord. Et il faut préciser que dans le club, alors vous disiez tout à l'heure que c'était accessible à tous, c'était ouvert à tous. Effectivement, vous avez eu une plus jeune de 7 ans et la plus âgée. Donc une femme de 77 ans, c'est ça? Oui, donc aujourd'hui elle a un peu plus. Donc, mais elle est toujours là. On la salue, on la félicite. Voilà, c'est vraiment la doyenne du club. Mais ça montre à quel point ce sport est, une façon aussi de s'exprimer à travers l'espace, finalement, parce qu'avec les gestes qui sont parfois délicieux, marrants, beaux. En fait, il y a aussi la sophrocane, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a une multitude en fait de variantes à la canne. Et la sophrocane, c'est de la canne, mais au ralenti, donc avec beaucoup de respiration. Donc même ça, on travaille aussi la maîtrise de la respiration. C'est un sport qui demande énormément de maîtrise du corps,
la respiration quand on fait des mouvements est très importante, quand on inspire, oui, quand puis on respire. Le coup et la feinte, parce qu'il y a la feinte, c'est aussi, je suppose, une des qualités que doit avoir un caniste. C'est arriver à feinter pour éviter le coup, esquiver quoi. C'est ça, globalement, ça va demander énormément d'explosivité. Et c'est très physique. Sur 2 minutes, il va falloir beaucoup bouger. Et le cerveau en ouverture totale. Le cerveau en ébullition. En ébullition. On a bien compris ça. Tout à fait. On est d'accord, Mélodie, ou pas? Magnifique. On est obligé d'arrêter malheureusement. On serait bien resté avec vous encore un peu plus longtemps. Juste, oui, bien sûr. Inviter donc le 29. Parlez bien en face de votre micro. Pardon, le 29 octobre, on vous invite aussi, toutes et tous, à venir à une journée séance, d'ouverture. séance de présentation. Allez. Voilà, et vous pouvez contacter Olivier ou Thierry au 06 96 96 60 67 ou au 06 96 43 17 11. Et juste pour terminer, il y aura la nuit des arts martiaux le 10 décembre, où on aura aussi nos compétiteurs qui vont faire une démo. Ça se situera à quel endroit, ça? Ce sera au Palais des Sports du Lamentin. Et je vous invite à venir parce que il y aura tous les sports, tous les arts martiaux. Et vraiment, c'est une belle fête. On est en train de répéter des jolies chorégraphies. Nos auditrices et nos auditeurs sont au courant maintenant. Ils ne vont pas rater cette chance. Merci encore. Merci de votre venue en tout cas. Mélodie, c'est bon, tu as terminé. Merci infiniment d'être venue. Merci à vous. On invite tous les auditeurs du coup à déjà aller voir ce que c'est sur YouTube déjà la canne de combat. La canne de combat, on a compris ça. Eh bien, on fait la pause pub. Merci encore de votre visite. Merci. À très bientôt. On fait la pause pub et on se retrouve dans un petit moment. Merci à vous. À tout à l'heure. Vous êtes de retour avec GrandAutomobile.fr sur Maxi Martinique qui vous propose ce soir encore la bande AJM et ses expertes et experts automoto de Martinique. On peut s'applaudir quand même, non? Oui, quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. On a un public nombreux, il y a au moins 1000 personnes derrière. Voilà. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour cette émission chaque semaine les vendredis à 18h. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Joe Magazine, notre dernier partenaire. On est très heureux de l'avoir. Nous retrouvons donc pour driver cette dernière partie d'émission deux personnages très importants pour nous. Ils sont tous les deux spécialistes dans leur style et dans leur façon d'être, spécialistes de moto et dans leur façon de faire même, j'ai envie de dire. On va recevoir, avant de vous présenter le sujet que nous allons aborder, on va recevoir donc deux personnages qui sont importants pour nous, qu'on a déjà reçus dans l'émission. Éric Rouget, donc, qui a 1000 vies autour de son job de gendarme, ancien job de gendarme. Il devient même, avec les années d'expérience, moto, moniteur de la Fédération nationale de moto, moniteur de la prévention routière, mais il fait aussi le championnat Interpolice de Donington en Grande-Bretagne. Il est 3e au Dark Dog Moto de Dijon. Il participe en Belgique au Rallye Tour, toujours à moto. Il devient même vice-champion de France des rallyes 125 cm3 en 2013. Il fait la course d'enduro du Touquet. Bref, il court aussi en Martinique avec une 1000 cm3 en 2017, 2018 et 2019 dans les courses de côte, je suppose. Voilà, donc une pointure de la moto, donc ancien gendarme motorisé bien sûr, donc il vous a peut-être arrêté sur la route, il vous a peut-être mis un PV, c'était le passé. C'était pour voilà. Approche-toi de ton micro par contre, Eric, tu me feras plaisir, on se tutoie un peu parce qu'on se connaît. Et je reçois donc un deuxième personnage tout aussi prestigieux dans son expérience, c'est Daniel Montpelat qui est chargé de mission 2 roues auprès du préfet. Il est monsieur moto de la Martinique, on va dire, responsable des motards, donc sécurité du comité régional cycliste de Martinique, responsable d'une école de conduite moto UFOLEP, on est d'accord? Il aime se présenter tout simplement comme un chien moto, n'est-ce pas? Tout le monde aura compris. Il a commencé la moto à 9 ans, il en a 59 aujourd'hui. Sa femme et son fils pratiquent également la moto. Donc on voit que c'est une famille de motards. Et son fils, depuis l'âge de 3 ans, pratique aussi la moto. Il en a 12 aujourd'hui. Et il va se lancer dans la compétition, où c'est déjà fait, je crois, non? C'est déjà fait. C'est déjà fait, mais... Le Covid a tout cassé. Et un petit peu cassé, on en avait parlé un peu la dernière fois. Alors, c'est bien sûr un militant très engagé dans la sécurité routière. Il est formateur multispécialité. Hein, c'est ça? Exactement. Alors...
Au 6 octobre 2021, et merci Éléonore pour ces chiffres, parce que c'est toi qui me les as fournis, c'est gentil. Donc au 6 octobre, j'entends bien au 6 octobre, parce que donc on est mi-octobre, donc le 17, voilà. Au 6 octobre 2021, donc il y a 21 tués sur nos routes en Martinique, dont 13 en deux roues, 62% donc des morts d'un accident de la route sur notre île sont des conducteurs de moto, c'est énorme. En 2021, il y avait eu 9 conducteurs d'engins à deux roues, on est donc à 3 de plus en 2022, alors que l'année n'est pas encore terminée. Il y a déjà eu un accident aussi cette semaine, même voire 2. Rappelons qu'il y a eu 376 accidents en 2021. Nous sommes au mois d'octobre et il y en a déjà 400 en 2022. Donc là, on parle des accidents dans leur globalité, tout confondu. Automoto. Oui. Avec pour le seul mois de septembre, très défavorable, donc 50 accidents et plus 29% de blessés. Et blessés hospitalisés, 4 morts, dont 2 en deux roues. C'est énorme. Ça, c'est juste septembre. Les chiffres sont effrayants. C'est toujours aussi affolant. C'est toujours aussi affolant. Donc, avec ces chiffres en constante augmentation, bien sûr, on pose une question qui est volontairement provocatrice. D'ailleurs, vous allez nous répondre. Faut-il en Martinique limiter donc la cylindrée des motos à 125 cm3 ? Est-ce que c'est la solution finalement à terme ? Ou est-ce qu'il faut imposer un limitateur de vitesse à 90 km/h ? La question donc est évidemment posée de cette façon est très radicale. Mais est-ce que c'est finalement pas la solution pour juguler le nombre de motards tués sur les routes ? Je me tourne vers le premier qui veut bien répondre. Non, déjà, si vous permettez, je vais faire la part des choses. Il y a usagers de roues motorisés, puis il y a les vrais motards. On les reconnaît, donc les vrais motards, on les reconnaît par leur comportement, par leur tenue. Donc la qualité de leur comportement. La qualité de leur comportement. Donc malheureusement, les autres usagers de roues motorisés sont très médiatisés, défavorablement, mais c'est eux qu'on voit malheureusement. Et puis, pour ma part, pour répondre à la question, la limitation de vitesse ne va pas régler le problème, puisque on voit bien qu'on a des faits de comportement. Très souvent, quand il y a des accidents impliquant les deux roues motorisés, ce sont très souvent des fautes de comportement. Par les fautes de comportement, j'entends des problèmes d'alcool, de stupéfiants. Il y a la vitesse également, mais il y a des problèmes, absence des éléments de sécurité. On les voit bien, nos fameux, on va dire, usagers de roues motorisés qui roulent sans casque, et en ayant un comportement, on va dire, borderline ou bien inadéquat. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que le fait de réguler la vitesse ou il n'y a pas que la vitesse. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres facteurs. Eric, donc ancien gendarme, je rappelle, motorisé. Je pense aussi qu'il y a d'autres éléments. Déjà, je pense que la cylindrée ne va pas jouer énormément. Je pense qu'il y a beaucoup d'accidents moto qui sont dus à des 125. Je ne sais pas si on a des chiffres sur ça, si c'est des petites cylindrées qui ont des accidents. Mais malheureusement, on n'a pas le détail. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses entre, comme disait Dan, les gens qui s'équipent et qui sont des vrais motards et les gens qui ne respectent rien, en fait, finalement, qui se servent de la moto comme pour transgresser tout, en fait. Et donc, c'est compliqué d'aller vers ces gens-là et à les faire venir dans le droit chemin, même si on a une école de moto, même si on réglemente, ils ne viendront pas de ce côté-là de la chose. On va toujours se confronter à cette espèce de liberté qu'ils vont avoir, et c'est très dur d'aller les toucher et de les sensibiliser, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ce sont des comportements à risque, et ces comportements à risque, on les retrouve aussi au niveau sanitaire. Ça va être les mêmes personnes qui vont pas se protéger en Martinique. Voilà, avec les armes, avec jeter des poubelles et pas faire son tri. Enfin, c'est un grand manque de sensibilité aux règles. Que là, ils risquent leur vie et celle des autres, qui plus est. Alors, avant de parler des solutions, parce qu'il y a des solutions, il y a plein de solutions qui ont été mises en place, en particulier par Daniel, mais toi qui as été motard donc de la gendarmerie, qu'est-ce que tu chassais finalement quand tu... Donc tu vois ce que je veux dire, quelles étaient les démarches que tu mettais en place pour sanctionner, parce que toi c'était la finalité pas chasser, justement, mais le problème est que c'est les gens qui ont un comportement comme celui-là, donc vraiment en risque, on ne peut pas aller vraiment les chercher sur la route, parce que
le fait d'aller les chercher va les mettre en danger, va nous mettre en danger, et va mettre tous les autres usagers de la route en danger. Ouais. Donc, on a un peu ralenti ça, finalement, puisqu'on en est arrivé à ça au bout d'un moment, et pour éviter ça. Donc, on a d'autres moyens. Maintenant, on a des chefs qui ont pensé à ça et qui essayent de réfléchir à ce qu'on peut faire, justement, pour éviter. Donc, on a les moyens vidéo, les moyens d'identification. Donc les gens, on ne va peut-être pas les arrêter sur place tout de suite, mais aller les chercher après chez eux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une île, donc souvent ils n'iront pas bien loin. Oui. Et si, par exemple, la personne, elle fait des bêtises avec sa moto, des acrobaties ou n'importe quoi, si elle le fait à Rivière-Salée, on se doute bien que c'est quelqu'un qui sera pas loin de voilà, et qu'on va aller chercher à Rivière-Salée. Bien sûr. Donc on va concentrer après les recherches là-dessus. Malheureusement, on n'est pas nombreux et donc c'est compliqué. Donc, je me pose une question depuis très longtemps, justement au vu du profil de ces personnes. Je me demandais, est-ce que l'équipement, est-ce que ça coûte pas cher ? Est-ce qu'il n'y a pas une raison pécuniaire derrière, financière ? Au fait que peut-être ils ne se dirigent pas vers... Oui, non, je pose la question. Je vais te répondre tout de suite. Les motos commencent à être à des tarifs qui sont proches des voitures, qui sont très chers, avec toute la technologie embarquée, etc. Donc quand tu vas rencontrer souvent ces jeunes-là, vont par exemple rouler avec une Africa Twin. Ça coûte 20 000 €. Donc le problème de l'équipement ne se pose même pas. Si on arrive à mettre 20 000 € dans une moto... Oui, mais est-ce que c'est celui qui met 20 000 € dans une moto qui est celui qui a le comportement qui est dangereux ? Je crois pas. Hein. Alors moi, il me semble. Ça dépend. Ça dépend. Je sais pas, je pose la question. Ça dépend. Après, il y a le jeune adolescent, enfin l'adolescence, on va dire un gamin qui va faire des bêtises, comme on a tous fait, etc. Malheureusement, il y a une jeunesse qui doit se passer. Voilà, c'était d'autres temps et c'était moins dangereux. Il y avait moins de circulation. Mais c'est pas toujours des jeunes, justement, ça peut être des personnes plus âgées qui pilotent, qui conduisent déjà depuis un moment et qui vont chercher ces motos un peu qui mettent en valeur. Donc c'est toujours cet aspect de valeur aussi, même pour le jeune adolescent, c'est un aspect de valeur. Il va passer devant ses copains en cabrant et ça va être le héros du jour jusqu'à ce que le cabrage finisse mal et qu'il sera plus le même héros, malheureusement. Alors c'est vrai que j'ai sorti le portable pour dire oui, on n'a pas vu, hein, voilà. Il fallait avoir la télé pour le voir. Quand je suis en intervention dans les établissements scolaires, par exemple, quand on me dit un casque ça coûte cher. Alors déjà il y a des casques à 50 €. Oui. Alors maintenant s'il y en a qui veulent acheter des casques de marque à 300 €, 600 €, 1000 €, 1500 €, il y a des casques à tous les prix. Personnellement, je me contente d'un casque en moyenne à 200 € et ça me va très bien, ça me protège aussi bien. Alors un portable, il y a très souvent les jeunes ont des portables à 1000 €. Alors est-ce que ma vie vaut 1000 € ou un peu moins? On peut avoir un équipement complet pour 300 €. Il y a les gens qui passent le permis le savent. Il y a des packs permis à 299 € sans faire de publicité. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question de cette façon-là. Vous avez compris le sens de la question. L'idée, c'était de dire est-ce qu'il faut limiter donc la puissance de la moto ou limiter le nombre de centimètres cubes. Ça se rejoint de toute façon. Pourquoi ? Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que la moto, par définition, c'est un engin qui est fait pour aller vite. Parce que le moteur est fait pour aller vite, parce que le compteur va jusqu'à 230, 280, voire 300 km/h. Voilà, c'est quand on achète une moto, qu'on soit prudent ou pas prudent, je vais te laisser répondre Eric, bien sûr, il n'y a aucun problème, mais qu'on soit prudent ou pas prudent, moi ça m'est arrivé de louer des motos en métropole, bon c'est vrai qu'on a envie, quand vous êtes sur même un 7,5 phaser par exemple, bah oui, vous avez envie de pousser un peu, parce que la moto elle est nerveuse, elle est faite pour ça, elle est sauvage, c'est une ligne droite, et puis il y a le comportement des autres... Outre la vitesse, sa taille fait qu'on a envie de slalomer peut-être, ou on est plus amené à le faire. Et je veux dire, par définition, la moto peut provoquer. Ouais. Hein, c'est une fois qu'on a acquis une certaine sagesse qu'effectivement on se rend compte du risque et que par exemple aujourd'hui, moi qui ai 40 ans, un peu plus de 40 ans, je veux dire, c'est maintenant là je plaisante bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on prend plus les mêmes risques parce qu'on a une femme, parce qu'on a des enfants, parce que ceci, parce que cela, et on se calme. Mais quand on est plus jeune, cette moto-là, évidemment, elle pousse. La réglementation a évolué également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on passe un permis, on nous donne 2 ans
pour pouvoir passer à une cylindrée, à une puissance plus importante. Donc il y a ça aussi. Avant, on pouvait on passait le permis, puis on se prenait une 1000. Dès qu'on avait plus de 25 ans, on se prenait une 1000. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà, les assurances aussi sont très réactives sur ça aussi. Donc, ça fait partie de la prévention. Voilà. Et puis, pour ajouter, il y a un élément important qu'on oublie, et j'insiste dessus. Dans beaucoup d'accidents impliquant les deux roues motorisées, où ils ont, les vrais motards sont très rarement impliqués dans ces accidents-là, mais les autres, on retrouve l'alcool et les stupéfiants. Il ne faut pas l'oublier, qui altèrent le comportement. La vigilance. Est-ce que ceux qui ont les accidents déjà sont assurés, ont un permis de conduire? Non. Ça, on a peu de choses dans les médias qui le disent à chaque fois. Par exemple, quand je lis la presse qui dit un motard est planqué, très bien, c'est triste, sauf qu'ils mettent il était casqué. Okay. Sauf qu'ils ne le mettent pas souvent, il était casqué. Oui, c'est vrai. Et quand ils ne le mettent pas, ça veut dire qu'il n'était pas casqué. Oui, bien sûr. Mais ils ne le mettent pas. Donc je suis en colère contre eux parce qu'ils devraient le mettre. Ils devraient dire le conducteur du deux roues n'était pas casqué. Il est mort à cause de ça. Enfin, ceci dit, il n'est pas mort parce qu'il conduisait un deux roues. Il est mort à cause... Il y a une prise de conscience quand même de la presse, honnêtement. Je comprends, mais il y a une prise de conscience quand même de la presse. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même plus près maintenant de la sécurité routière. Maintenant, le journaliste, quand il écrit son papier, il dit quand même, ça avance, honnêtement. Mais j'ai l'impression qu'ici, il le cache un petit peu, ça. Ouais, donc, il ne faut pas le cacher, il faut justement dire, c'est ça la cause du décès. Ok. Bien sûr, on parle de la finalité, c'est un accident souvent terrible, ou en tout cas avec des blessures importantes. Il faut vous rappeler que la vitesse à moto, c'est aussi ça, c'est pas que le décès, ça peut être aussi des blessures à vie terribles. La tétraplégie, exactement. Et puis les drames, le drame pour la famille. Ouais, pour la famille, c'est très ça peut être, on parle des solutions du coup. Alors justement, c'est là, bien sûr, la grande question, elle est là. C'est que des gens comme vous, aussi bien Eric à son niveau que Daniel, vraiment sur le terrain, vous mettez en place donc des campagnes de sensibilisation véritables à travers vos clubs ou vos opérations pour la sécurité routière. Alors, comment ça se passe? Comment c'est organisé? Et est-ce que vous arrivez à toucher, franchement, là, dites-nous-le ce soir, le cœur de cible, c'est-à-dire le jeune qui est capable dans un quart d'heure là, de prendre sa moto et d'aller faire une connerie avec? Alors, je suis un éternel optimiste. Ouais. Je suis un éternel optimiste, sinon on lâche tout. Eric et moi, on travaille beaucoup avec des jeunes sur des opérations de sécurité routière. Là où il faut les toucher davantage, j'ai tendance à dire, c'est au niveau des jeunes. Les jeunes, donc à partir de 6 ans, même avant, dans maternelle, on fait des opérations de sécurité routière avec eux. Et ça, c'est très bien. Les adultes, malheureusement, avec tout l'optimisme qui nous caractérise, on sait qu'on est limité. Quelqu'un qui a 20 ans, qui a 18 ans, 20 ans, 30 ans, c'est difficile une fois que l'arbre est penché. Vous voulez dire une fois qu'il a des mauvaises habitudes, c'est difficile à faire revenir en arrière. Maintenant, on met l'accent sur les jeunes, donc c'est ce qu'on a fait, monter une école, travailler avec les jeunes, les éduquer. On a eu la chance. C'est quand même incroyable ça, effectivement, c'est super. On rappelle le nom de l'école? Oui, on rappelle le nom de l'école. Ouais, donc c'est Alizé Moto Club, on se trouve à Petit Manoir Lamentin, donc grâce à la ville de Lamentin qui nous a mis à disposition le terrain, on a monté vraiment un super outil qui fonctionne. On a vraiment des tas d'enfants, et puis également on a mis l'accent sur la formation. Donc là c'est les écoles, on est d'accord, c'est une école, mais c'est pour les écoles? C'est pour tout public. Pour tout public, loisirs, des enfants qui viennent le mercredi, samedi après-midi. On va au-devant d'eux également dans les opérations, dans les écoles, auprès des associations de quartier. Et puis on a un club. Il y a Bigoud Service, Bigoud Moto Club qui a réalisé il n'y a pas longtemps, et j'ai apprécié une belle opération, une très belle opération, parce que ils ont fait un super motard dans le bout grâce à la municipalité de Rivière-Pilote.
Et on y a accueilli, on lui a donné un coup de main, Eric et moi, on y a accueilli des gens de la backlife, donc des gens qui sont habitués à faire des rodéos, etc. Ils sont venus, ils ont pris naissance pour la journée ou plus. Ils se sont équipés. Et ils ont fait des démonstrations de cabrage, etc. Et dans une structure, et donc un encadré. Qui est encadré, fermé, protégé, avec des secours en plus au cas où. Donc sans aucun problème. Mais c'est une démarche des clubs. Ça, c'est pas... Ils ont été les chercher, qu'ils ont fait venir dans ça. Mais c'est compliqué parce que souvent, les gamins qui font ça sont un peu déstructurés. Oui, déjà au départ, il y a un terrain, vous voulez dire, Donc, c'est compliqué d'aller les chercher. Et je félicite ces jeunes, dont certains sont vraiment borderline dans tous les sens du terme, judiciaire, etc. Et qui viennent là et qui font l'effort véritablement. Qui grandissent en fait. Et qui viennent se protéger et qui vont continuer à grandir parce qu'ils font ça. Mais à la fin, ces jeunes-là, est-ce qu'ils en ont retiré un bienfait? Est-ce qu'ils vous en ont dit quelque chose de positif en vous disant, bon, mais voilà, on était équipés, ça nous a fait plaisir, c'était cool, on n'aurait pas pensé que... Leur sourire, les gens qui les ont applaudis dans leur démonstration. Et moi, par exemple, sur une de mes photos de profil, j'avais un des jeunes, une photo que tu as prise, toi, un des jeunes qui est venu en cabrant me taper la main alors que j'étais commissaire sur le côté de la piste. Excellent. Donc c'était vraiment excellent et c'était un partage en plus et j'ai trouvé ça superbe. Puis je pense qu'il faut insister sur un point. On a beau dire qu'on est bad boy ou ceci ou cela, nous avions de la chance, on avait des enfants de 6 ans et même une petite qui avait 3 ans. Et ils étaient là et c'est vrai que les jeunes plus âgés ont été très respectueux du fait qu'il y avait des petits là. Il n'y a eu aucun incident. On a fait une réunion avec les forces de l'ordre. Il n'y a eu aucun incident. Donc tout le monde était content. D'ailleurs, la mairie remettra ça normalement l'année prochaine. Donc on sera de nouveau, je pense, sur le qui-vive pour y aller, pour participer. Tu voulais dire quelque chose Moi, ça me fait penser au club qu'on avait reçu, Madinina Stunt Rider. Qui font justement du rodéo, etc. Mais équipés, quoi. Équipés avec une structure, effectivement, sur un parking privé, protégés. Et protégés. Alors, pour faire avancer les choses, une petite chose aussi, pour faire avancer les choses, on est en train, il y a l'école, mais on est en train de développer la partie formation. Et là, par exemple, je suis en formation là, actuellement, de manière à pouvoir, depuis le 1er septembre, je suis devenu formateur de formateurs, et avec la possibilité de former des commissaires de piste, des directeurs de piste, des contrôleurs techniques, des brevets fédéraux, etc. Donc, ce qui va nous permettre de former des jeunes dans les communes de manière à développer ces écoles-là. Alors c'est bien d'organiser plus de choses, d'organiser plus peut-être même des compétitions. Alors ça n'a rien à voir, mais je retiens le mot contrôle technique parce que je voudrais qu'on en parle aussi ensemble, parce que la Commission européenne vient justement de réactualiser cette idée, de relancer donc le sujet du contrôle technique moto obligatoire, alors qu'on pensait que c'était un sujet clos, mais on va y revenir. On fait une petite pause publicitaire, à tout de suite. À tout à l'heure. Eh bien, vous êtes de retour avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique qui vous propose ce soir encore la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto en Martinique, bien sûr. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci à Speedy Martinique. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et merci à Joe Magazine. Et on est en pleine conversation, même en off. On s'est presque tapé dessus tellement on n'était pas d'accord. Non, je plaisante, bien sûr. Et non, on discute d'un sujet qui est très grave. C'est le sujet, bien sûr, des motards au comportement, on va dire, douteux. Enfin, des usagers qui, malheureusement, de moto. Voilà, certains motards, on va dire, certains usagers de moto, voilà, c'est peut-être, il faut peut-être pas les appeler motards, effectivement. En tout cas, des gens qui ont perdu un peu la raison, même beaucoup, et parfois, malheureusement, perdent aussi la vie. Alors, bien sûr, en parlant de ça, on n'oublie pas qu'il y a aussi de très très bons motards, donc des gens qui sont avec un comportement, on va dire, quasi irréprochable. Je dis pas qu'ils font pas une petite poussée de temps en temps de vitesse, mais toujours dans des conditions, à mon avis, raisonnables. En étant équipés.
et bien sûr équipés. Dans les conditions aussi. Et comme ils peuvent avoir des accidents quand même. Et qui peuvent avoir des accidents quand même. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a aussi donc, un problème, et Eric le soulevait en off, il y a aussi un problème environnemental. Et là, bien sûr, on tombe sur un autre problème qui est le problème de la circulation en Martinique déjà dense et du manque de concentration sûrement des conductrices et conducteurs. La prise en compte des conducteurs de véhicules, du motard qui va arriver peut-être entre les fils parce qu'il y a un bouchon. Alors il y a un agacement déjà, Eric, il y a un agacement, c'est vrai, des automobilistes qui le disent. Alors nous, bien sûr, on a fait cet article avant cette émission sur nos réseaux sociaux et on a eu des dizaines et des dizaines, même des centaines de commentaires. Et les gens nous disaient oui, mais les motards, ils font n'importe quoi. C'était expérimental de pouvoir rouler au centre entre les voitures sur la rocade ou l'autoroute, mais c'est plus valable. C'était expérimental, donc ils nous en kikinent. Si c'est fait prudemment, tout va bien. Donc il y en a qui le font. Alors déjà, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas déjà, de rouler aujourd'hui selon la législation ? Non, on n'a plus le droit, normalement. Non. C'était une expérimentation. C'est un peu toléré, on va dire. D'accord. Dans toutes les grandes villes en métropole. C'est dû à la circulation aussi, il y a beaucoup de circulation. C'est toléré. C'est dû à la circulation. C'est sûr. On utilise le deux roues justement pour pouvoir progresser un petit peu plus vite et donc ça fait partie de la circulation du deux roues finalement. Alors, c'est toujours une expérimentation. C'est toujours une expérimentation. Dans certains départements. Voilà, plus dans le nôtre. Et malheureusement, la Martinique n'en fait pas partie. Voilà. Ce que je voulais dire par là, en démarrant ce dernier tiers d'émission, c'est que oui, quand il y a un accident, il y a souvent la vitesse, c'est lié à l'engin. Je veux dire, l'engin se déplace vite, facilement, il se faufile. Donc ça, c'est la première chose. Et donc il y a le comportement des automobilistes, effectivement, les changements de fil intempestifs, les non clignotants. Les éléments distracteurs comme le téléphone, exactement, et les WhatsApp pendant qu'on roule, pour prendre la voiture tous les jours, moi vidéo, bien sûr. Je regarde des films, etc. Et le changement de fil. Et le changement de fil. Devant, ça ralentit, donc on va gagner une place en changeant de fil. On ne va pas jeter le coup d'œil sur à l'angle mort. Et j'insiste sur quelque chose. La réglementation dit je m'assure que la manœuvre est possible. Ensuite, je mets mon clignotant et je fais ma manœuvre. Il y en a qui pensent que mettre le clignotant leur donne une certaine priorité. Voilà. Donc c'est faux. Ou ne le mettent pas. Ou ne le mettent pas. Ou le mettre au dernier moment. Clignotant, ça impose à l'autre ma direction. Voilà. Ouais. Donc le pilotage d'une moto, ça demande encore plus de vigilance. Justement à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement à nos auditeurs ce soir ? De se former déjà, de prendre connaissance de son engin, d'aller dans un club comme celui de Dan. On redit le nom ? Ou si on est sportif, et d'aller simplement vers la compétition et d'aller se confronter aux autres, ce qui est sur la route pas vrai, donc c'est un peu lâche de montrer qu'on est bon en moto un petit peu sur la route, parce que finalement il n'y a pas de chronomètre, il n'y a rien, donc on est seul juge de notre niveau. Donc on connaît bien l'ego humain, tout le monde est le meilleur. C'est ça. Et puis quand vous allez en compétition, c'est un chronomètre qui vous donne votre ego, et votre ego il peut descendre un petit peu. Et quand on va faire de la compétition, on peut pousser les limites du véhicule, de la moto, être équipé. Et donc, dans le faire dans de bonnes conditions, où il n'y aura pas de circulation, personne d'autre sur la route. On en revient à un défaut de structure, que ce soit pour la moto ou l'auto. Il n'y a pas assez de structure dédiée à ces pratiques sportives qui pourraient amener également plus de formation. On a un malheureux exemple dernièrement qui est sorti dans les médias tout récent. C'est le circuit de motocross de Cross Park qui apparemment a fait c'est malheureux. C'est malheureux parce que ça faisait une structure de plus. Donc dans l'idée, c'était toujours intéressant. Après, ils n'ont pas fait de la bonne manière. Ça, c'est un autre problème. Mais la Fédération française de moto, M. Luchel et tout ça, pourrait intervenir et faire avancer les choses aussi. Mais je crois que ces jeunes-là, ils ont besoin d'une ligne droite, ils ont besoin de s'affronter, ils ont besoin d'avoir sécurisé. J'aimerais insister sur quelque chose. La prise de conscience. Moi, j'aime bien le répéter. On est motard. Il faut qu'il y ait une prise de conscience du motard, de l'usager de roues motorisées. Par les automobilistes. De lui-même, de se dire qu'il monte sur un engin où il y a très peu de protection. Alors je profite pour rappeler qu'il existe maintenant des dispositifs airbags, comme celui que j'ai là, donc des blousons airbags. On en a parlé, oui, effectivement. Voilà. Mais il faut qu'il prenne conscience que je pars le matin
des fois, j'ai des petites des fils qui ne sont pas bien connectés. Je me dis, tiens, je vais me faire plaisir. Mais je prends conscience que je suis sur un engin qui a très peu de protection. 2, j'ai une petite loupiote qui s'allume en train de me dire, j'ai envie de rentrer chez moi pour voir mon fils, ma femme, etc. quoi. Donc, c'est important que quand vous partez comme ça, vous vous dites, je veux rentrer. Je ne veux pas revenir. Mais ça marche pas, handicapé, franchement. Franchement, Daniel, ça marche pas. Ça marche pour les vrais motards. Pour les vrais motards, ça marche. Et puis, il y en a d'autres qui sont, on va dire, enfumés ou bien... Ils se croient invincibles. Voilà, qui se croient indestructibles. Mais le problème, c'est que l'alcool et les stupéfiants, très souvent, on a les deux, on a un cocktail des deux, procure un sentiment d'invincibilité. De supériorité, voilà. Ça vient aussi de la télé, ça vient aussi des séries, ça vient aussi ou des jeux vidéo où on ne meurt jamais, où quand on meurt, on se relève, on continue à courir, etc. Dans la vraie vie, quand on est tombé en moto, on s'en souvient. Si on a de la chance, on est toujours là pour en parler. Si on n'a pas de chance, Alors, est-ce qu'il y a quelque chose oui, vas-y. Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il ne faudrait pas faire, j'imagine, une campagne où on rendrait ça sexy, j'ai envie de dire, mais en tout cas vraiment attirant, enfin en tout cas... je sais pas, tendance, j'ai envie de dire, de porter son uniforme, de porter, prendre ces jeunes-là. Moi, je préfère... excuse-moi, mais continuez. Non, mais je te donne une réponse. Là, il y a une campagne de communication qui vient justement de sortir avec un clip réalisé par Radix, que je salue, qui a élaboré la sécurité routière avec une association et donc avec ce réalisateur, où il y a une valorisation notamment du port du casque et de la bonne conduite d'un conducteur que l'on voit avec Régine de Via ATV qui est présente en tant qu'invitée à l'intérieur du clip vidéo, et où tu vas avoir un conducteur qui va choisir à chaque fois de prendre la bonne option pour lui. Donc on va valoriser ce choix positif. On le retrouve où, ce clip ? Il passe là, il va passer sur les chaînes. Nickel. Il passe sur Facebook. Et il va passer, il va vraiment. Mais non, pour rebondir justement. Être diffusé. C'est vraiment local, avec en plus du créole intégré, avec des acteurs locaux. Donc ça, c'est vraiment la volonté de la politique régionale maintenant d'avoir des outils de communication à destination des gens d'ici. Ouais. Alors moi, je te donne aussi mon avis là-dessus. Pour une fois, c'est rare, parce que je laisse parler les gens généralement, mais c'est vrai que je me pose la question de savoir si ça, c'est la solution, je dirais, habituelle presque, j'ai envie de dire, de valoriser les choses, les bonnes choses. Moi, je pense maintenant, au point où on en est avec le nombre de morts qu'on a, il faut ringardiser ceux qui ont un mauvais comportement. Et la communication, à mon avis, c'est un avis personnel et je vous demande une réponse. À vous, spécialiste. Mais ringardiser la bêtise du gars qui amène une gamine derrière lui qui a 15 ans, qui roule sans casque, qui va tuer cette gamine peut-être demain ou après-demain. Il faut ringardiser ces gars-là. Il faut dire que c'est des andouilles, quoi, je veux dire. Il faut faire comprendre à la population que ce comportement-là n'est plus possible aujourd'hui. Bien sûr, ça passe par une répression peut-être plus importante, ça passe par plein de choses, par de la formation, etc. Mais celui qui est perdu, on va dire, parce qu'il n'est pas capable de se rendre compte que lui-même se met en danger, qu'il va mettre en danger les autres, il faut le ringardiser. Il faut que les filles déjà se disent, voilà, ce mec-là, je monte plus avec lui, c'est mort, c'est plus intéressant. Il faut que la société le rejette à quelque part. En tout cas, dans ce comportement-là, on est bien d'accord. Ça s'arrête à ce. Oui. Voilà. Mais ça veut dire que peut-être ringardiser ces gens-là, c'est peut-être la solution pour justement stopper ce phénomène. Mais toi, tu auras beau ringardiser ces comportements-là, ceux qui le font, ton avis, ils n'en ont rien à secouer. C'est-à-dire que ça touchera peut-être leur entourage. Des gens, celui que tu vois en pleine journée qui est en train de faire, qui est sur une roue et qui se montre aux autres, il aime provoquer. C'est-à-dire, il aime provoquer. Et ce dont on n'a pas encore parlé, ou alors j'ai loupé un épisode parce que je sais que j'ai pas toutes mes cases aujourd'hui, certes. Oui. Mais c'est que là, et là, je vous regarde les gars parce que je sais que vous êtes au courant. Il y a toute une démarche qui va être faite l'année prochaine au niveau de la politique publique régionale de sécurité routière sur l'accompagnement avec un sociologue pour comprendre les comportements. Sociologue, comportementaliste. Ça dépasse en fait la discussion des techniciens que nous sommes, puisque là on est vraiment dans le borderline, dans la sociologie du comportement. Et c'est à partir de là, pour comprendre cette société et qu'est-ce qui fait qu'un être humain va se mettre en danger et les autres, malgré
tout ce que tu vas lui dire. Et ça, je suis sûre qu'on l'a tous fait. T'as beau savoir quelque chose, il y a des moments en tant qu'être humain, malgré la répression, des gens, comme malgré la prévention, qui viennent de milieux sociaux peut-être qui aussi les poussent à avoir des oui, mais sachant qu'attention, au niveau mortalité, dans les accidents, c'est tout à chacun. Hein. Beaucoup de gens peuvent avoir, tu peux avoir 50 ans comme 20 ans et avoir un accident parce que tu n'auras pas fait gaffe. Qui n'a jamais conduit, sauf ceux qui ne boivent pas, en ayant bu un verre de trop? On l'a tous fait. Il y a deux choses que je note. Malheureusement, l'être humain a une petite mémoire. Alors, aujourd'hui, tu vois quelque chose qui te choque. On a déjà eu l'occasion de faire des opérations avec des tétraplégiques. Les gens, waouh, la moto, c'est fini, je n'en ferai pas. 10 minutes après, le tétraplégique s'en va. C'est oublié. Donc, on voit bien que, il y a cette première chose-là. Et puis, deuxième chose, je crois qu'on oublie très souvent l'ancien slogan de la sécurité routière qui, à mon avis, est encore valable, tous responsables. Oui. Il faut arrêter de repousser, de mettre la faute sur les autres, en train de dire c'est la faute des autres, c'est la faute de l'État qui ne poursuit pas, Non, je crois que la famille aussi, les proches ont le rôle à jouer. C'est-à-dire que je te vois partir sans casque. J'ai déjà discuté avec des mères de famille, des copines qui me disent mon fils est décédé, il portait pas le casque, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Mais je lui parlais, c'était pas la première fois. Moi, mais en même temps, je te dirais, un gamin de 17 ans qui fait 1m80, je veux dire, face à une mère qui c'est compliqué, je veux dire, tu vois. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une question d'éducation. Parfois, c'est compliqué quand même. Voilà. Dans les familles, c'est compliqué. Quelquefois, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que là encore, il faut pas qu'on baisse les bras. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de dire oui, mais l'État, que fait l'État, que fait les uns les autres. Je crois qu'il faut déjà se poser la question, que fais-je moi? Qu'est-ce que je fais? Il y a peut-être aussi une mise en situation à faire. La semaine dernière, on a reçu les deux collaborateurs de Safe Park qui nous ont parlé de leur technique au niveau de l'information au niveau automobile. Est-ce que ce ne serait pas une idée, Daniel, de pouvoir le faire aussi au niveau moto? Je ne sais pas si au niveau des motos, il y a des techniques comme l'Easy Drive. Il y a des techniques qui permettent de mettre en situation des freinages d'urgence, des dérapages, des chutes. Je vais te dire mieux. Régulièrement, je fais des démonstrations des chutes, des vraies chutes. C'est terrible d'ailleurs à voir. C'est terrible à voir. Ça choque sur le coup, même des délinquants. Il y en a qui me traitent de malade mental. Tu l'as fait. Je l'ai fait, mais ça choque. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller plus loin? Non, mais attends. Il va te dire, avec un minimum avec l'équipement de sécurité nécessaire pour que ces personnes-là le vivent elles-mêmes. Alors, il va te donner un exemple. Cette semaine, j'ai travaillé avec des jeunes TIG, enfin des délinquants. Et eux, ils m'ont traité de malade mental. Ah ouais, machin, tu es malade, tu tombes là comme ça, etc. Donc, ça prouve que ça les choque. Quand je leur dis, montez derrière moi, ils me disent, ah non, pas question. Ils ont peur de tomber. Ils ont peur de tomber. Donc, voilà. Donc, il y a un travail à faire. Quand tu leur dis, ils croient qu'ils sont bons en moto. Quand je leur donne la moto, je leur donne des exercices à faire sur la piste. Ils se plantent, ils vont dans les champs. Ils n'arrivent pas à faire les exercices. Donc, ils sont bons en cabrage, ils sont bons en... Mais voilà. En maîtrise quotidienne, il y a tout à apprendre, quoi. Il y a tout à refaire. Voilà. Bon, il nous reste peu de temps dans cette émission. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question principale, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un limitateur de vitesse sur les motos en Martinique ou est-ce qu'il faut rabaisser le nombre de centimètres cubes? Moi, je dis non. La réponse? Non. On met des tricycles à pédale, je pense. Voilà, c'est non. La réponse est non très clairement. D'accord. Beaucoup de téléspectateurs ou de gens nous avaient écrit d'ailleurs sur Facebook en particulier pour nous dire à ce moment-là, il faut mettre les voitures aussi à 90 km/h. Et je dis quelque chose aussi, il y a des moins jeunes qui se tuent à vélo. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas une question parce qu'ils ont un comportement dangereux des fois et ils se tuent Ils se tuent aussi à vélo. Voilà. Moi je reviens 2 secondes à la compétition. Oui. On a des très bons pilotes en Martinique, dont un qui vient d'être qui sont en train de briller. C'est vrai. On aurait pu en parler un peu, c'est vrai. Et un champion d'Europe de supermotard aussi. C'est vrai. Donc finalement, ça montre que peut être un exemple aussi, parce qu'il y a des super gamins en Martinique. Des super héros, on peut le dire. Des super héros, on peut le dire, qui doivent être valeur d'exemple, à mon avis, pour le. Ils doivent être des ambassadeurs pour nos jeunes. Exactement. Alors, on finit encore sur une note positive.
Il y a une autre chose qu'on peut remarquer aussi en Martinique, c'est qu'il y a de plus en plus de motards, donc je dis bien le mot motard, qui maintenant jettent leurs pieds pour dire merci quand on se dégage et qu'on laisse un petit peu la place. On voyait ça en métropole depuis des années, bien sûr. On voyait pas ça du tout en Martinique il y a encore 10 ans en arrière. C'est l'esprit qui change. C'est l'esprit qui change. Comme l'équipement, il y a des gens qui vont vraiment vers la moto, donc ils rentrent vraiment dans le domaine de la passion et ils vont avoir les signes distinctifs du motard partout dans le monde. De plus en plus de femmes également en moto. Qui fera signe avec le pied, ou dira bonjour avec la main. Ça commence peut-être comme ça, l'éducation, et le respect, Alors après, bien sûr, il faut aussi avoir, nous, en tant qu'automobilistes, parce qu'on n'est pas motard, enfin pour ceux qui sont autour de cette table, en dehors d'Eric et de Daniel, il faut aussi avoir une sensibilisation tous les jours, à se dire attention, parce qu'il y a des deux roues, ils sont nombreux en Martinique. Il y a le phénomène des scooters dont on n'a pas parlé, mais on y reviendra dans une émission, parce que ça accentue aussi l'accidentalité, justement, les scooters. Ce sont des deux roues en plus, et en plus ce sont des gens qui souvent ne sont pas très motards, ne connaissent pas trop la moto, achètent pour la première fois un scooter et souvent ça finit mal. J'ai eu quelques copains comme ça, donc ça fait quand même un petit peu hésiter. Merci à vous deux, on peut les applaudir bien fort quand même. Plaisir. On aura pas été assez loin dans cette émission parce qu'on a manqué de temps, mais on en refera des émissions sur la moto, bien sûr, on vous réinvitera. C'est un sujet passionnant, donc exactement. Et on aime les motards dans cette émission, sachez-le, on aime les gens qui ont le bon comportement et on aime les clubs de moto aussi, qui sont souvent à la source justement de bon comportement. Et on vous aime aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, vous étiez avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique qui vous a proposé ce soir encore la bande à JM avec une super émission sur la moto. Merci à l'hôtel Batelière qui nous a reçus. Merci donc à Speedy Martinique. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles-Guyane. Merci à Elisabeth Adélaïde et Andy Mars, tous les deux canistes. Vous l'avez vu tout à l'heure, sport de combat magnifique qu'il faut absolument essayer. Léonore va essayer ce week-end sûrement. Mais tu vas essayer moi j'aimerais bien aussi. Pas ce week-end, mais avec Jimmy peut-être, non à quel moment elle va trouver le temps de le faire, Éléonore, potentiellement c'est quelque chose, tu vois, auquel tu pourrais faire. Mais on ne sait pas, on a tellement de choses à faire, on n'en voit jamais en fait, Éléonore. On n'en voit que 3 minutes avant l'émission et 3 minutes après. Et boum, elle disparaît. C'est un éclair, un coup de vent. C'est un éclair. Alors, merci à Éric Rouget, ancien gendarme motorisé. Merci à lui, on peut l'applaudir s'il vous plaît, bien fort. On adore ce type. Que vous pouvez retrouver au Vauclin. Tu peux nous parler du Vauclin un petit peu ou pas? Ça va réouvrir là. Voilà, la saison va recommencer pour les balades en moto avec Bike & See. Qui part du Vauclin avec des Royal Enfield. Donc je vous invite à venir moto essayer. Mythique. Ouais, puis nous on l'a fait, on est venus. Donc on est même régalé 2 fois. Et on s'est régalé en plus. Merci donc à Daniel Montpelat, référent sécurité routière moto en Martinique. C'est un type extraordinaire ce mec, franchement. Merci pour le boulot que tu fais, merci pour les gens que tu as sauvés sûrement, et il y en a une paire que tu as sauvés, c'est sûr et certain. Merci à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort, parce qu'elle est venue ce soir alors qu'elle n'était pas très en forme. Merci à notre maîtresse préférée, Mélodie Mussig. Elle fait un petit coucou à tous les élèves en plus. Bon, ben voilà. Que je sensibiliserai du coup. J'espère qu'ils sont couchés. Merci à Jimmy Tomer, notre pilote essayeur. Merci à vous. Et merci enfin à qui c'est sûr. Allez, vous retrouvez sur RMC Antilles tout le sport du week-end à la radio. Donc c'est sur 107.3 FM, c'est sur Maxi bien sûr. Et dès lundi matin, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie par le Moscato Show, la terrible émission de Vincent Moscato. À la semaine prochaine. À vendredi prochain. Ciao.